Bonjour à tous, votre journal de la mi-journée. Le crash de l'A320, le temps des interrogations, comment une merveille de technologie a-t-elle pu faire défaut? Le pilote chevronné a-t-il été trop sûr de lui? Le pilotage à deux est-il remis en question? L'avenir commercial de l'appareil est-il compromis? La méthode Rocard, radioscopie d'un accord mené avec efficacité et sobriété. Delon, hospitalisé pour une rupture de ligament après une scène mouvementée. Nous étions hier à sa sortie de clinique, il raconte, c'est une exclusivité Antenne 2. Météo, la tendance tout de suite avec Sophie Davant. Et une couverture nuageuse importante aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Il y aura des orages dans le sud-est, un temps localement pluvieux dans le nord-ouest et entre les deux, de timides éclaircies se développeront. Le dernier bilan de la catastrophe d'Alzheimer fait état de 3 morts, 133 rescapés, dont une cinquantaine de blessés hospitalisés. L'Airbus A320, vous allez le voir, était en vol de démonstration. Vitesse 300 km/h, c'est-à-dire faible vitesse. Basse altitude, 30 pieds, c'est-à-dire entre 10 et 15 mètres. Et cet Airbus devait effectuer 2 passages au-dessus de l'aérodrome. Et c'est au cours du premier passage qu'il s'est écrasé, n'arrivant pas à reprendre de l'altitude. Regardez. Oh là là. Oh yeah. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Putain. Alors voici maintenant les premiers témoignages qui ont été recueillis sur place hier parmi les passagers qui ont pu quitter l'appareil par l'arrière. Ce sont eux qui sont indemnes. Témoignages recueillis également auprès des spectateurs de ce meeting aérien. Tout s'est passé très vite selon plusieurs témoins. Un choc a été ressenti juste avant la lisière des arbres. Heureusement, les portes de l'appareil se sont alors ouvertes alors que l'avion commençait à brûler. Il a plongé comme ça. Et puis il était assez bas, et quand il a voulu remonter, il a accroché la cime des arbres, là-bas derrière. Et là, l'avion est tombé directement. Et l'avion a pris feu tout de suite? A pris feu tout de suite. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a eu des cris? Comment ça s'est passé? Moi j'étais juste à côté de la porte derrière, je suis sorti le premier, mais le toboggan était déjà un peu de travers, hein, il n'était pas bien à cause des arbres. Hein. J'ai sauté, puis on va aider les gens à sortir. Hein. Il y avait beaucoup de blessés, vous savez? Non, je ne sais pas. J'ai dit, hop, quelqu'un, partez, aussi que ça explose, hein, on tient, mais... Quand je suis arrivé dans la forêt, il y avait les gens qui couraient dans tous les sens, ça criait. Je demandais aux gens ce qui suffisait, s'ils se promenaient ou quoi. Non, on était dans l'avion, partez, ça va exploser. Bon, sur place, il y avait une hôtesse, on a demandé une hôtesse. L'hôtesse a dit, il n'y a plus personne dedans, c'est pas la peine. Je pense que c'était plutôt pour qu'on ne s'approche pas trop près de l'appareil. Et puis après, on a essayé de regarder s'il y avait d'autres personnes. On a dégagé des personnes qui se trouvaient accrochées un peu dans les branches, autour de l'avion, quoi. Et on les a dégagées le plus pour les éloigner de l'appareil, et puis c'est tout, quoi. L'avion s'est écrasé. Il était en deux et il s'est écrasé. Et les gens ont crié, tu as eu peur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais avec ton père? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Et on est sorti, on a sauté de l'avion, et après il y avait les pompiers qui sont venus, ils l'ont éteint. Et alors nous on est rentrés à l'aéroport. Voici la première image du commandant de bord, vous allez le voir, le commandant est encore très commotionné. Quant au son, nous venons de le recevoir là aussi, ce n'est pas très audible, vous le voyez là sur son lit. L'équipage a fait tout à fait son travail, les gens qui l'ont sorti, je suis sorti le dernier, et j'ai empêché l'hôtesse de retourner, sinon elle serait morte. Elle a crié pour demander si quelqu'un n'a rien entendu. Elle est sortie. Le commandant parlait de ses camarades dans l'avion. À un moment donné, il dit elle a crié, il faisait allusion vraisemblablement à une hôtesse. Avant de s'interroger sur les responsabilités, à savoir défaillances techniques, défaillances humaines, arrêtons-nous sur l'opportunité de la présence d'un tel appareil au cours d'un meeting aérien. Il faut savoir que cet A320 était flambant neuf. Il devait être baptisé prochainement ville d'Amsterdam. Il en était à son 7e vol commercial. Il avait été livré jeudi dernier à la compagnie
compagnie Air France, mais curieusement, sa présence au meeting d'Apsheim était plus ou moins annoncée. Le préfet du Haut-Rhin avait précisé dans une conférence de presse que le vol ne figurait pas dans les papiers officiels de la manifestation aérienne et de son côté, le président d'Air France a déclaré qu'on l'avait assuré que toutes les autorisations avaient bien été données. Alors au-delà de cette polémique administrative, disons-le, il faut attendre en tout cas l'examen des 2 boîtes noires retrouvées à proximité de l'appareil. Enquête François Cornet. L'Airbus A320 d'Air France à 14h20 hier sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Dans le cockpit, le commandant de bord Michel Asselineau à gauche, chef de secteur de la division A320 d'Air France, chargé de la formation des pilotes sur ce type d'appareil. À ses côtés, Pierre Mazière, directeur de l'instruction du personnel navigant sur Airbus A320. 2 pilotes aux commandes pour un vol de 45 minutes au-dessus du Mont Blanc, avec à bord 138 passagers dont c'est pour la plupart le baptême de l'air. À 10 km d'ici, sur le petit aérodrome de Absheim, un meeting aérien qui réunit chaque année 15 à 20 000 personnes. Un meeting qui va démarrer. L'Airbus, lui, qui va décoller à 14h45 de Mulhouse, doit ouvrir ce meeting par une présentation à basse altitude au-dessus de l'aérodrome de Absheim. Question, que vient faire l'Airbus A320, nouvel appareil, dans un meeting aérien? Réponse, l'avion a été loué par plusieurs aéroclubs de la région pour 2 vols de démonstration dans le courant de l'après-midi. La plupart des 138 passagers qui avaient embarqué pour le premier vol avaient payé leur place 600 francs chacun, d'autres les avaient gagnés dans une tombola. Curieux tout de même que le préfet du Haut-Rhin, M. Guizard, n'ait pas été mis au courant de ce vol. On ne lui avait pas, semble-t-il, demandé son autorisation dans l'arrêté qu'il avait signé. Les avions effectuant des démonstrations de vol acrobatique devront être pourvus d'un certificat de navigabilité portant la mention acrobatie. Autrement dit, mon arrêté, bien sûr, qui est soumis à tous les avis des techniciens. Moi, en tant qu'administrateur général, j'ai simplement donné une autorisation sous réserve, effectivement, que des autorisations spéciales soient données par ailleurs, et c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire si en amont ou en aval, l'Airbus était mentionné, il n'était pas dans mon arrêté ou dans le dossier de mon arrêté. C'est tout ce que je peux dire. Curieux encore que Daniel Tenenbaum, directeur général de l'aviation civile, ne sache pas non plus que l'Airbus devait effectuer cette démonstration. Est-ce que les autorisations avaient été demandées? On ne peut pas avoir connaissance de tout. Non, je sais bien. Question, pourquoi l'Airbus se présente-t-il aussi bas en approche de Absheim? Il n'est pas là pour éblouir d'éventuels acheteurs, et surtout pourquoi descend-il à 30 pieds, 10 mètres au-dessus du sol avec 137 passagers à bord? Les 2 pilotes sont de grands professionnels, il n'y a aucune raison qu'ils prennent le moindre risque, et ce bruit caractéristique de la remise des gaz que l'on devrait entendre ici pour cabrer avant les arbres et que l'on n'entend pas. Pourquoi? Beaucoup de questions pour l'instant sans réponse, mais manifestement un miracle dans ce crash, celui de 133 personnes qui vont réussir à s'extraire de l'appareil alors que les ailes enfermant le kérosène, désarticulées et déchiquetées par les arbres, sont déjà en flammes et que la cabine va s'embraser. Alors que des familles sur l'aéroport de Mulhouse attendent, tel le retour d'un enfant ou d'un parent qui se trouvait à bord. Problème technique dans la remise des gaz, erreur humaine. Toute la nuit, les secouristes ont fouillé les débris dans lesquels ils ont retrouvé la boîte noire, l'enregistreur de vol, dont les informations permettront peut-être d'en savoir plus. En attendant, des témoins, dont le barman de l'aéroclub de Absheim, intervenu dans les premiers sur les lieux, affirme, lui, que l'Airbus n'a pas remis les gaz. Moi, je suis arrivé, j'ai aidé plusieurs personnes à sortir de l'appareil. Les gens glissaient sur les toboggans. J'ai demandé au commandant de bord qui était là, mais enfin qui était quand même assez secoué. Je lui ai enlevé la cravate, dégrafé la chemise et ouvert la ceinture du pantalon. Et je lui ai dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit j'ai mis la pêche et ça n'a pas suivi. Ce matin, la commission d'enquête a commencé ses investigations et interrogé elle aussi les témoins de ce crash que personne encore ne s'explique. Alors venons-en précisément aux explications, au plus exactement, vous l'avez compris, en attendant l'examen des boîtes noires dont on nous dit qu'il sera rapide, retenons quelques hypothèses qui répondent aux questions simples que je vous répète, telles que comment ce biréacteur, qui est le fin du fin de la technologie aéronautique européenne, a-t-il pu être pris en défaut, oui ou non? Et puis comment 2 pilotes chevronnés, instructeurs de surcroît, ont-ils pu commettre une erreur, si tant est qu'ils ont commis une erreur? Et je vous rappelle ce témoignage très important donc de l'un des membres de l'équipe de secours que nous venons d'entendre. Le pilote de l'avion aurait bien dit « J'ai voulu remettre les gaz et ça n'a pas suivi ». Patrick Esther. Regardez bien l'intégralité de cet enregistrement vidéo et surtout, écoutez bien le son des réacteurs.
Ce document est une pièce à verser au dossier de l'enquête technique. Maintenant, reprenons à l'instant où le pilote présente l'Airbus A320 face à la piste pour s'aligner. Il va basculer l'avion sur la droite. Mais la piste est courte, c'est un aérodrome. C'est donc à cet instant que le pilote doit apprécier son altitude ainsi que la hauteur des arbres en bout de piste. Mais il est manifeste que l'appareil est trop bas, peut-être une erreur d'appréciation. Sachant que le diamètre de la cabine est de 4 mètres, on peut constater que les roues du train d'atterrissage et la queue sont à 10 mètres du sol. Mais plus grave, compte tenu de l'inclinaison de l'appareil, le pilote ne peut plus voir les premiers rangs d'arbres. C'est l'instant où il devrait pousser la puissance des moteurs pour remonter, mais le son le prouve, la remise des gaz ne se fait que plus tard, 1/10 de seconde seulement, avant que les roues ne touchent les arbres, c'est fini. Une panne aurait-elle retardé la montée en puissance des moteurs? C'est possible, mais peu probable. Il reste que les deux hommes aux commandes étaient tous deux chefs pilotes. Aux manettes se trouvait Michel Asselin, un très bon pilote, très sûr de lui, peut-être trop sûr de lui. Alors là, 320. Nous vous en avons souvent parlé de cet Airbus. La polémique était vive et ne s'était pas éteinte. Des navigants de la compagnie Air Inter refusaient le pilotage à deux. Or, comme l'avait souligné le ministre des Transports, Louis Mermaz lui-même, cet avion a été conçu pour 2 pilotes. Et tel quel, il avait fait l'objet de 500 options et de 319 commandes fermes. 2 interrogations maintenant. Le pilotage à 2 va-t-il être remis en question? Et puis, l'avenir commercial de l'appareil est-il compromis? Voici les faits, les premières décisions en tout cas. Une compagnie japonaise qui avait commandé 20 Airbus a décidé de maintenir sa confiance dans l'avion européen. Réaction identique pour une compagnie australienne, de même pour les Allemands de Lufthansa et pour les Espagnols d'Iberia. Les Anglais, eux, ont décidé de suspendre les vols de leurs 2 Airbus A320 en attendant de plus amples informations. Quant aux réactions syndicales et patronales, elles s'opposent. Maryse Manot. 34 mois. 34 mois de conflit où les pilotes d'Air Inter réclament, grève à l'appui, à une période d'essai de pilotage à 3 sur l'Airbus A320. La disparition du mécanicien à bord, justifiée par l'automatisation de l'appareil, se fait selon les syndicats au détriment de la sécurité. Le 18 avril, Air France met en service son premier A320 piloté à 2. Air Inter inaugure la semaine dernière le vol Paris-Grenoble dans les mêmes conditions. Les syndicats ont perdu, mais l'accident d'hier pourrait renforcer leur position. Un argument supplémentaire en leur faveur vient d'être déposé dans la corbeille de leurs revendications ou de leurs arguments. C'est eux qui vont gérer cette affaire. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais c'est certain que si le moindre doute technique existe sur le sujet, ils vont s'en emparer. Les compagnies, elles, sont formelles. Dès hier soir, Air France prenait les devants. Je crois que personne ne peut vraiment dire, personne ne peut affirmer que le problème du pilotage à 2, du pilotage à 3 soit un lien quelconque avec l'accident que malheureusement que nous déplorons aujourd'hui. Ce matin, Air Inter a suspendu le vol Paris-Grenoble sur A320, comme toutes les compagnies de lancement de l'appareil, jusqu'aux conclusions de l'enquête. Reste que l'accident, en pleine période de lancement, peut coûter cher à l'aérospatiale, qui a déjà vendu plus de 500 avions A320. Les Japonais confirment leur commande de 20 Airbus, malgré l'accident, tout comme les Australiens qui attendent leur premier appareil en novembre. Mais les mécaniciens de ce pays remettent en cause le pilotage à 2. Voilà pour ce dossier concernant la catastrophe d'Alpsheim. L'Europe maintenant. La monnaie européenne ne verra probablement pas le jour à l'issue du sommet de Hanovre qui s'ouvre aujourd'hui, mais on ne va parler que de ça. Les 12 chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne entament cette réunion, il faut le souligner, dans un climat plus serein que lors du sommet de Copenhague. Pas de dossier urgent en suspens. Et à l'issue de ce Conseil européen de Hanovre, François Mitterrand recevra cette semaine les principaux responsables politiques français et nous verrons alors si un consensus se dégage sur l'idée de mettre en place dès 1990 une monnaie européenne, car dès ce moment-là, les capitaux circuleront librement. Georges Bortoli. Le 31 décembre 1992, les frontières européennes vont s'abaisser, ça nous le savons tous. Mais dès le 1er juillet 90, dans 2 ans donc, les capitaux vont commencer à circuler librement entre les 12 pays de la communauté. D'où l'idée de créer une monnaie européenne commune émise par une banque centrale ou fédérale européenne.
Cette idée ambitieuse va dominer ce sommet qui s'ouvre dans ce parc des expositions de Hanovre. Et je dois dire que pour une fois, c'est un sommet de rêve. Car les finances de la communauté étant assurées pour 5 ans, il n'y a pas de problème urgent à régler et on va pouvoir penser à l'avenir. Alors est-ce à dire qu'il n'y aura pas de discussion serrée? Si, bien sûr. Madame Thatcher, à son habitude, va jouer les cavaliers seuls. Elle est allergique à l'idée que la livre sterling pourrait sortir de son splendide isolement pour se fondre dans un système monétaire européen qui ne l'inspire que de la défiance, au fond. C'est un premier sujet de désaccord. Et puis, quel rôle dans l'élaboration de cette nouvelle monnaie européenne, quel rôle va-t-on confier aux gouverneurs des banques centrales, la Banque de France, la Deutsche Bundesbank? Est-ce que ce sont ces éminents techniciens qui vont être en charge de ce projet ou bien est-ce qu'on va le confier à une commission plus politique? Alors, entre ces hypothèses qui s'affrontent, il appartiendra peut-être à la France de présenter une motion de synthèse. Le voyage de Jean-Paul II en Autriche s'achève aujourd'hui. Le pape doit regagner Rome tard dans la nuit et c'est Innsbruck qui sera la dernière étape de ce voyage. Hier, dans la ville de Mosar, c'est-à-dire à Salzbourg, Jean-Paul II a expliqué qu'il fallait dire non à la peur, à toutes les peurs. Et une fois de plus, le Saint-Père cherche à développer le dialogue entre toutes les communautés, chrétiens, musulmans, juifs. Voici un premier bilan avec Jean-Claude Darrigo. Dernière étape donc du voyage de Jean-Paul II en Autriche, Innsbruck, la capitale du très catholique Tyrol, une journée bilan, puisque le pape a repris à la messe de ce matin les thèmes qu'il a abordés durant son périple de 5 jours. On s'attendait à un voyage délicat, sous-tendu par la situation particulière de Kurt Waldheim. En fait, au-delà de quelques manifestations sporadiques, rien de décisif ne s'est passé et le pape, lors de sa visite au camp de Mauthausen, tout en stigmatisant à nouveau la barbarie hitlérienne, s'est cantonné dans son rôle de chef spirituel. Il a rappelé le souvenir de Marcel Callot, le jeune jossiste mort en déportation, béatifié par lui il y a quelques mois. Il a demandé également que l'on prie pour que disparaissent à jamais les génocides. Une autre étape importante de ce voyage, la prière œcuménique avec des protestants à Salzbourg, durant laquelle Jean-Paul II n'hésita pas à demander pardon pour les erreurs commises par l'Église catholique au moment de la Réforme. Un voyage donc dont on retiendra surtout l'aspect religieux, les circonstances ayant fait que l'incidence politique possible du périple autrichien du pape ait été finalement en grande partie minimisée à la fois par les circonstances et la volonté conjointe de l'Autriche et du Vatican. Nouvelle-Calédonie, loyalistes et indépendantistes ont donc défini avec Michel Rocard les conditions qui devraient mener dans 10 ans à un scrutin d'autodétermination. 2 textes, vous le savez, ont été signés, l'un sur lequel il y a accord d'ores et déjà, et puis l'autre qui devra être soumis par les 2 partis en présence, soumis à leur base. Et M. Djibaou, que vous voyez ici avec M. Lafleur, prévoit des discussions dures au sein de son mouvement qui se réunira le 15 juillet. Alors voici les premiers témoignages recueillis sur place et enregistrés par nos collègues de RFO. Parler d'une période de 10 ans, c'est rassurant pour certains. Mais c'est comme dans un contrat d'assurance. Ce qu'il faut lire, c'est ce qui est écrit en tout petit caractère, tout en bas de la page. Et pour nous, ça pourrait s'appeler par exemple fiscalité et problèmes fonciers. Il ne faut pas croire que le FLNKS et les socialistes ont abandonné leur projet d'indépendance. Ça serait une grosse erreur. Nous trouvons que dans cet accord, il y a des concessions énormes au FNLKS et peu de garanties pour les loyalistes. Des concessions dans l'annonce d'un scrutin d'autodétermination dans 10 ans, c'est-à-dire que ça correspond à une remise en cause du scrutin qui a eu lieu l'année dernière. Ça veut dire que pendant 10 ans, l'avenir va être hypothéqué parce qu'on peut se demander quels sont les particuliers qui vont investir, ne serait-ce que pour se construire une maison, quels sont les industriels qui vont faire des investissements dans le territoire. Pour nous, qui avons soutenu l'élection du président de la République, de François Mitterrand, c'était précisément pour que se renoue un tel dialogue que nous avons œuvré tout au long de cette campagne, que nous avons souhaité que le dossier calédonien puisse être repris, que le statut puisse être retiré et qu'enfin on puisse examiner sereinement notre avenir. Quant aux nouveaux commentaires des responsables politiques à Paris, Simone Veil estime que l'accord signé dimanche est un succès tout à fait remarquable, je la cite, et Laurent Fabius, lui, dit que tout cela ouvre une réelle possibilité d'espoir.
Accord, mode d'emploi. Nous allons revenir maintenant au terme de cet accord conclu hier entre les loyalistes et les indépendantistes sur la reprise par l'État du pouvoir exécutif sur le territoire et puis sur les projets qui devraient conduire donc à un référendum d'autodétermination dans 10 ans. Vous aurez donc compris qu'il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'État français sera seul responsable du territoire. Ces derniers mois, quelques prérogatives administratives avaient été confiées aux régions. Voyons le détail de tout cela avec Dominique Thiers. Sur une période de 12 mois, Michel Rocard propose que la Nouvelle-Calédonie soit gérée directement par Paris. Autrement dit, le pouvoir exécutif est confié non plus à des élus locaux, mais à un haut-commissaire représentant de l'État. Ce point a été accepté par les deux leaders de la négociation. Pour le reste du processus, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se sont engagés à présenter les propositions du Premier ministre à leurs bases respectives. Le FLNKS tiendra une convention extraordinaire à la mi-juillet. La négociation sera difficile, reconnaissait ce matin Jean-Marie Tjibaou, mais nous travaillons pour l'avenir. Le Premier ministre suggère la mise en place d'un statut transitoire jusqu'en 1998, date à laquelle se tiendrait un scrutin d'autodétermination. Tous les Français seraient appelés à se prononcer par référendum sur l'ensemble du processus en septembre prochain. Dans ces nouvelles institutions, la Nouvelle-Calédonie serait une fédération composée de 3 provinces, l'une au sud, à majorité européenne. Les deux autres, le nord et les îles Loyauté, sont essentiellement mélanésiennes. Un important plan de développement économique doit permettre d'effectuer un rééquilibrage entre Nouméa, la capitale, et le reste du territoire. Quant au scrutin d'autodétermination, il se tiendrait donc en 1998. Pourraient y participer les Calédoniens inscrits sur les listes électorales de la prochaine consultation de septembre 88, ainsi que leurs enfants en âge de voter. Tous devront résider sur le territoire à la date du scrutin. La méthode Rocard. Alors au moment où est conclu ce premier accord entre les partis adverses en Nouvelle-Calédonie, tout le monde considère que c'est un succès personnel pour le Premier ministre. Afin de mieux comprendre ce qui devrait arriver dans les mois qui viennent concernant des dossiers aussi délicats ou ce qui pourrait arriver, examinons donc la méthode qui repose sur 2 ou 3 piliers, efficacité, sobriété et puis... Et discrétion. Certains parlent même de style mendésien. Gilles Leclerc va nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Oui, cet accord salué par l'ensemble de la classe politique comme une performance tombe bien à pic pour Michel Rocard à quelques heures de la formation de son second gouvernement et à 48 heures de sa déclaration devant le Parlement. Asseoir à une même table Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, puis aboutir à un texte 7 semaines seulement après les événements d'Ouvéa, était un pari, mais un pari qui repose en effet sur une méthode bien précise, pas de coups spectaculaires, pas d'a priori, mais réalisme et efficacité, beaucoup de consultations, une bonne connaissance des dossiers et surtout pas trop de publicité. Cela signifie en outre la recherche du plus grand consensus possible et ne pas désigner de vainqueurs et de vaincus. Au discours parfois flou et désordonné sur l'ouverture, Michel Rocard répond aujourd'hui par la recherche du plus grand consensus possible. C'est vrai pour la Nouvelle-Calédonie, nous venons de le voir. Ce sera vrai aussi pour d'autres dossiers, comme par exemple l'audiovisuel et d'autres thèmes également. Ainsi, sans état de grâce, soumis à des pressions diverses, y compris dans son propre camp, Michel Rocard marque un point. Il lui restera bien sûr à transformer cet essai par le vote à l'automne du projet de loi, pas seulement par les seuls socialistes, par le succès du référendum et surtout par la situation sur le terrain. Nous n'en sommes, il faut le rappeler, qu'à la première étape. Et Gilles, puisque vous parliez de l'audiovisuel, Jacques Lang propose un conseil supérieur de l'audiovisuel qui remplacerait la CNCL, l'actuelle autorité, mais il souhaite que la réforme ne soit pas bâclée et il parle d'un délai de 3 mois. La politique encore, avec la suite de la bataille pour la mairie de Marseille, un vote devrait même intervenir ce soir entre les militants socialistes pour choisir leur candidat à la mairie. Robert Vigouroux refuse ce scrutin, il le considère sans valeur. Je vous rappelle qu'il est en course contre l'autre candidat socialiste, Michel Peuzet. Nous allons maintenant tout de suite à la bourse, non sans vous avoir annoncé auparavant que juste après Jean Lebert, vous retrouverez, et c'est une exclusivité Antenne 2, Alain Delon sur une patte, parce que l'autre est dans le plâtre. Il vient d'être hospitalisé, victime d'une rupture de ligament. C'est dans un instant, tout de suite, c'est Monsieur Lebert qui va bien.
Oui, pas de mais la rupture. bourse baisse légèrement. Oui, elle baisse légèrement. En fait, la forte hausse du dollar a stoppé les velléités de hausse de la bourse de Paris, William. À 6 francs 14,60, le dollar gagne 10 centimes par rapport à son cours de vendredi. La hausse trop rapide du dollar inquiète les boursiers. Ils ont peur que cela oblige les Allemands à monter leur taux d'intérêt et du même coup à nous empêcher, nous, de les baisser. Alors ça a un effet négatif sur la bourse et nous allons le voir tout à l'heure, elle baisse. Pour l'instant, la livre sterling, elle, est en légère baisse à 10 francs 53,10. Le Deutsche Mark également recule face au franc français à 3 francs 36,75. Et l'écu, la monnaie européenne au centre des conversations du sommet de Hanovre, est à 7 francs la figure, comme vous le savez. Pour les actions, marché sélectif et prise de bénéfices, l'indicateur de tendance recule de 0,24%. Et sur notre tableau des plus fortes variations à la baisse, Darty perd un peu plus de 4%, de même que Casino et Pénard Roya, Schneider 3,9%, Hutchinson moins 3,7%. Les privatisées sont irrégulières, Paribas gagne 70 centimes, Saint-Gobain perd 7 francs, CGE perd 3 francs 50, Suez 6 francs, mais la Générale gagne 3 francs. Sur le marché de l'or, toujours aussi peu de choses à dire. À 86 500, le kilo a gagné 100 francs et le Napoléon à 503 francs répète son cours de vendredi. Voilà, William, bonne séance de consolidation à la Bourse de Paris dans un marché sélectif. Sur le plan social, les boursiers seraient parvenus à un accord. Attention, il y a encore quelques petites perturbations dues à la réorganisation de la Bourse. Il n'y a pas de société étrangère cotée au règlement mensuel encore aujourd'hui. Très bien, merci Jean, à demain. A comme Achille. A comme Alain, Alain Delon, l'un et l'autre ont en commun un talon fragile et la star vient d'en faire la cruelle démonstration. Au cours d'une scène de Ne réveillez pas un flic qui dort de José Pineiro, l'accident. Ligament déchiré, hospitalisation, le secret avait été bien gardé. Mais nous savons tout. Entré à la clinique des Mossins mardi dernier, opéré le lendemain, il est sorti hier dimanche. Le producteur Delon reviendra sur le tournage pour le superviser, avec bientôt les scènes où joue Michel Serrault. Quant à l'acteur Delon, eh bien, dans 6 semaines, il pourra de nouveau courir. Une seule équipe de télévision était donc présente hier et dans le rôle du reporter nounou, William lui-même. Il m'est arrivé rien, je me suis rompu le tendon d'Achille, ça tout le monde le sait. Ben non, justement, on le savait pas. Tout le monde ne le sait pas. Ben alors non. Voilà, au cours d'une scène du tournage de mon dernier film, Ne réveillez pas un flic qui dort, je vais vous dire que ça l'a réveillé le flic, parce que le flic c'est moi évidemment. Oui, c'est vous, oui. Donc dans une scène de poursuite qui se passait dans les couloirs de la préfecture de police, j'ai couru comme un dingue, j'ai sauté 3 marches banales et puis voilà, je me suis rompu le tendon d'Achille. Maintenant j'ai un point commun avec Achille et j'en suis fier. Oui, c'est-à-dire... au moins je suis là. Est-ce que pour autant ce genre de scène c'est terminé, vous allez faire le père du commissaire dans le prochain film? Je connais votre humour légendaire, mon cher William. Le film va reprendre, je respecterai le tournage, je respecterai surtout mes dates de sortie et je ne jouerai pas le père du commissaire, je resterai le divisionnaire Grindel que je suis. Mais alors, est-ce que c'est amusant au fond de faire encore des rôles comme cela? Je crois me souvenir que vous aviez dit quelque part... Non, vous parlez à Alain Delon, là. Oui, oui. Non, j'ai une grande admiration pour Charles Vanel, mais je ne suis pas Charles Vanel. Non. Vous avez vieilli. Et William, une star ne vieillit pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est comme Tintin. Ne vieillit pas, comme Tintin. Voilà, ok? Voilà, là, mes chéris, pour que les embrasses. C'est là. C'est ma convoquette. Moi, tous les soirs. Déjeuner, ça. Petit déjeuner le matin. Merci. Net pour la caméra. Bonjour, Julien. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien? C'est à la prochaine, oui. À la prochaine. Pour la jambe droite. À la prochaine. Alors ne lui dites pas en ce moment, c'est le pied, parce que d'abord c'est pas très drôle et puis ça ferait pas rire. En revanche, comme vous, bien nous lui souhaitons, parce que je sais qu'il regarde ce journal, nous lui souhaitons un très prompt rétablissement. À bientôt. Si vous aimez vous faire peur, ne faites pas comme ça, mais je vais vous donner la bonne direction. C'est Cergy Pontoise Mirapolis. Il y a du nouveau dans les attractions, figurez-vous, le roller coaster. Vous ne connaissez pas, moi non plus, mais enfin c'est le premier en France. Explication et démonstration dans un instant. Et pas par n'importe qui, puisque Johnny Hallyday et Carlo sont testés pour nous, cette nouvelle machine, une attraction qui vous sera présentée dès mercredi. Reportage Jean-Jacques Dufour. Pour Johnny, ce n'est pas un coup d'essai, le roller coaster, il connaît bien.
Je crois que celui-ci doit être plus impressionnant que celui de Magic Mountain parce qu'il y a plus de looping à la fin. Dites-moi, vous êtes toujours passionné de vitesse, moto, voiture, ou vous avez laissé tomber? Ben non, mais la preuve, je suis dedans alors. Une attitude rock pour une machine roll. Eh bien, c'est une grosse bestiole qui fait à peu près 30 mètres de haut, qui descend à 80 km/h avant de prendre le premier looping, avec une force de 3G qui correspond un petit peu à ce qu'on ressent dans la patrouille de France, paraît-il, en petit vol supersonique. Elle pèse 900 tonnes, la structure, et c'est un petit joujou qui coûte entre 25 et 28 millions de francs. L'amour, je suis fait dès qu'il est. L'amour, je suis pas décidé, je veux encore essayer. Attention à vos lunettes. Ça fait 5 ans que je les ai. Je les adore. Il faut que tu m'en payes une paire neuve. Absolument, c'est fait, mon pote. Voilà, mes lunettes qui restent. À propos, quel regard Johnny pose-t-il sur la vedette Michael Jackson? C'est pas trop mon truc. Non. Mais sur scène, il paraît qu'il est formidable. Sur scène, Johnny sera tout le mois de juillet côté Provence-Côte d'Azur. J'ai fait revenir plutôt mes choristes des États-Unis, tout ça. Pour 4-5 jours, c'était un peu court. Alors on a décidé de faire tout le mois et de faire une tournée. Ça vous manque, vous, quand vous n'êtes pas sur scène? Ah, moi oui, moi j'aime bien la scène. Ouais. J'aime bien les tournées, j'aime bien l'ambiance. Alors allez, roulez, petit bolide. Petit bolide, Carlos. Tiens, à propos de costauds, alors, la boxe maintenant. Le match de tous les excès cette nuit. Les costauds s'affrontent à Atlantic City. C'est une sorte de Las Vegas de la côte Est. Tyson recevra, quoi qu'il arrive, 126 millions de francs. Et Spinks, 81 millions de francs. Ben, seulement, oui, ça fait cher le pain. Et le titre même du combat, Once and for All, en français, une fois pour toutes, eh bien cela traduit l'enjeu, car il s'agit de connaître enfin qui est le meilleur boxeur du monde, puisqu'ils sont l'un et l'autre invaincus. Patrick Mantel. Dans les points de Mike Tyson, tout le poids de la démesure d'un nouveau combat du siècle. Bien plus que les 2,7 kg qui séparent sur la balance Tyson de son challenger Michael Spinks. 420 millions de francs de recettes brutes pour le combat de tous les records. 9 000 francs déboursés pour chacun des 21 500 privilégiés réunis dans le Convention Center d'Atlantic City. Un engouement sans précédent qui s'explique aussi par le palmarès de Michael Spinks. À 32 ans, l'ancien champion olympique de Montréal, invaincu en 31 combats professionnels, est le seul à pouvoir stopper Tyson. Son seul handicap, le poids des années, 10 ans de plus que Tyson. Mais une chance réelle tout de même, car Tyson traverse une passe difficile. La mort de son père adoptif, Kusamato, celui qui a su transformer le délinquant du Bronx en machine à boxer. Et puis ces démêlés conjugaux avec la belle actrice Robin Givens. Une véritable série américaine où derrière la passion perce le plus souvent des rapports violents et intéressés. Bref, le boxing business dans tous ses excès. Reste à savoir si Tyson, à 22 ans, a su suffisamment se préserver pour préparer sereinement ce combat. Le public et les bookmakers le pensent. Plus nuancés en revanche les pronostics des anciens maîtres du ring, à commencer par Cassius Clay et Sugar Ray Leonard qui pronostiquent une victoire au point de Michael Spinks pour son combat d'adieu, à condition toutefois qu'il puisse neutraliser la formidable force de frappe du tenant du titre. Voici maintenant quelque chose d'un peu plus calme. Il s'agit d'une compétition européenne très sérieuse qui s'est déroulée ces 2 derniers jours dans la banlieue lyonnaise. Il s'agit de voitures miniatures télécommandées. Et il y a pour cette discipline de véritables maniaques, car ils reproduisent en tout petit toutes les pièces. Reportage Claude Réchamp. Une vraie course, un public jeune, passionné, des pilotes champions qui ne sont pas des as au 10e. Les compétitions de modèles réduits radiocommandés ont une ressemblance très marquée avec celle des aînés de la Formule 1. Sur un circuit polyglotte, on a vécu 3 jours très forts. Séance de qualification, réglage pointu des moteurs électriques, dernière mise au point des pneus. Bref, un véritable sport mécanique. C'est une discipline qui est très spectaculaire. Les voitures ont des performances exceptionnelles, doivent sauter des bosses, se glissent dans les virages. On est vraiment à une échelle réduite. Toutes les performances des vraies voitures qu'on connaît au Paris-Dakar ou ailleurs.
Qu'est-ce qui compte le plus? C'est le pilotage ou c'est la mécanique? Au niveau des qualifications, c'est d'abord la mécanique, parce qu'il faut trouver tout de suite et très rapidement les bons réglages avec les bons pneus, les bons moteurs, les bons accus. Il faut trouver le bon feeling, trouver tout de suite la bonne accroche, la motricité. Par contre, à ce niveau-là, cet après-midi, nous en sommes au stade final, puisqu'on va disputer toutes les grandes finales. Et là, c'est vraiment c'est la tête du pilote qui fait vraiment tout et son talent. Un petit coup de chapeau pour la meilleure carrosserie. Elle est italienne, bien sûr. Le Prost des mini-bolides, le champion d'Europe, c'est lui, Denis Blandin, un Français qui l'a emporté en 3 manches face à 9 concurrents européens, dont des Anglais jusque-là considérés comme les plus performants. Comme ces bolides lancés à 45 km/h, le marché de la voiture radiocommandée fait des bonds. La compétition est un tremplin pour un secteur en expansion. Il y a déjà 5000 licenciés en France. Vous avez été surpris avec des images d'Alain Delon, de Johnny Hallyday, ces petits bolides, ça n'est pas fini. Parce qu'une première ce soir à Montpellier, un spectacle intitulé Freaks, que l'on pourrait traduire par les monstres ou les phénomènes, c'est adapté du célèbre film de Todd Browning en noir et blanc qui date de 1932. Et ce film raconte la vie, le travail, les amours, les haines aussi, d'une troupe de phénomènes du cirque. Voici le reportage de Georges Bécou. Cette jeune femme qui balance entre ciel et terre, c'est Geneviève de Kermabon. Elle a mis 5 ans à réaliser son rêve, adapter un film au théâtre, c'est Freaks. Sur mon passeport, il y a écrit acrobate, parce que c'est le métier que je pratique depuis une 12aine d'années. Je me sers de discipline de cirque, mais c'est sûrement pas du cirque. Ce qui est important, c'est ce que les gens ont dedans, à l'intérieur, et on est un tout, on est aussi un corps. Donc j'ai toujours voulu éviter 2 choses dans Freaks. C'est d'une part l'armée du salut, justement, parce qu'on a toujours tendance à plaindre les handicapés. Pas du tout. C'est des gens, du moment qu'on a sa tête à soi, quand on dépasse ça, il n'y a pas du tout à avoir à les plaindre, quoi. Avoir de la compassion pour eux, c'est à chacun sa nature. Et d'une autre part, c'est justement l'exhibitionnisme, c'est-à-dire l'exhibition un peu de la foire du trône. Et ça, je veux pas du tout non plus, quoi. Je voudrais que tout le monde soit le plus beau possible. Ce qu'on dit, Vénus, ça ne compte pas. Presque jamais. C'est comment on le dit. Ils sont les seuls d'être au monde. Les seuls à pouvoir réaliser le vieux rêve des couples, possédés par les formes les plus ardentes de l'amour. L'intensité du jeu est telle que le spectateur oublie peu à peu le handicap des comédiens acrobates. Il prend à son compte le drame qui se joue et se laisse gagner par l'émotion jusqu'à la fin du spectacle. Voilà, ce journal est à présent terminé. Dans un instant, c'est Sophie Davant et la météo. Patricia et moi et toute l'équipe de la mi-journée, on vous retrouve demain, même heure, même endroit, c'est 13h sur Antenne 2. Bon après-midi, ce soir 20h, Henri Sagnier. Au revoir.